Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Sophie Falaha, directrice générale du CEMIA. Elle amène avec nous un regard international. Donc aujourd'hui, on va discuter, oui, de la mise en œuvre de l'IA responsable, mais appliquée aux organisations d'ici. Bonjour Sophie, merci d'être ici. Merci beaucoup. Bien sûr, je suis accompagnée de Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Hey, c'est le fun d'avoir Sophie avec nous aujourd'hui, notre grande experte internationale qui est au fait et dans toutes les discussions de l'aspect responsable de l'IA. On est chanceux de l'avoir ici au Québec. Merci beaucoup à tous les deux pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de contribuer à la discussion. Ah, mais Sophie, pour nous, c'est un honneur, mais parle-nous un peu du CEMIA. Alors, le CEMIA, en 2-3 mots, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2020 pour aider des organisations, des décideurs politiques à développer et mettre en œuvre les outils concrets de la gouvernance de l'IA. On fait rayonner également l'expertise québécoise et canadienne en IA responsable à l'international et on ramène aussi les bonnes pratiques qu'on voit à l'international à la maison en termes d'outils de gouvernance de l'IA. Justement, en parlant de ramener ça à la maison de façon locale au Québec, lorsqu'on parle, oui, des entreprises qui veulent intégrer l'intelligence artificielle, il y a quand même deux spectres. Il y a des gens qui parlent de l'IA responsable, ça les freine un peu, mais il y a aussi l'autre aspect très techno-enthousiaste, gadget électronique. Comment on fait pour balancer les deux, justement, pour que ça ait un impact réellement sur le progrès social, environnemental et économique? C'est une excellente question. Puis je pense que de toute façon, la première chose qu'une organisation doit se poser quand elle envisage d'adopter une IA ou de développer une IA, c'est se poser la question, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon objectif? Puis ensuite, peut-être que dépendant de la question que l'organisation a, peut-être que la solution, dans tous les cas, ce ne sera pas de l'IA. Mais si c'est de l'IA, il peut y avoir plusieurs objectifs d'adopter ou de mettre en œuvre une intelligence artificielle ou une solution IA. Ça peut être d'améliorer sa productivité. Ça peut être d'accélérer sa recherche et développement. Ça peut être l'amélioration de la qualité. Ça peut être de l'innovation. Ça peut être une question de positionnement. Donc, en ce sens, ça aide une entreprise dans une perspective économique à mieux se positionner. Il y a certaines solutions aussi qui sont développées qui peuvent avoir des gains environnementaux. Puis, entre autres, je pense à une start-up plus dans l'Ouest canadien, mais qui s'appelle Herald Core Technologies, qui est une start-up qui explore comment est-ce que l'apprentissage par renforcement est utilisé pour accroître l'efficacité du traitement des eaux. Donc, tu sais, c'est très, très pratico-pratique, aider une ville à avoir son système de traitement des eaux qui fonctionne plus efficacement, de manière plus rapide. Donc, cet objectif-là a un bénéfice environnemental, en ce sens que, et social. On aide la population à avoir accès à de l'eau propre. On diminue l'impact environnemental du processus de traitement des eaux, moins d'énergie, moins de produits chimiques, un processus plus fluide. Donc, une solution technologique, une solution IA, a également un bénéfice environnemental. Donc, on en revient vraiment à, c'est quoi mon intention pour l'organisation et puis juste certaines solutions techno qui vont avoir un impact environnemental positif. Là, je le vois que on est capable d'aller très, très loin dans une solution jusqu'à envisager l'impact sur l'environnement. Mais pour un dirigeant, une dirigeante d'ici, là, penser aussi loin quand tu es dans les opérations, c'est quoi les premières questions que tu dois te poser, même avant d'aller aussi loin que ça? Tu veux dire pour un dirigeant qui va vouloir adopter une solution IA ou qui développe, qui adopte? Exact. J'en reviens à c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux améliorer ma productivité? Est-ce que je veux positionner mon organisation sur une nouvelle offre de service? Donc, il faut vraiment commencer par revenir à c'est quoi mon objectif business, dans le fond, en tant que dirigeant d'entreprise. Moi, j'entends les dirigeants, je m'excuse, oui, Sophie, de t'interrompre. J'entends souvent qu'il y a des dangers avec l'IA, et on les cite, là, mais les dirigeantes, des fois, se disent, j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce qu'ils doivent considérer une fois qu'ils ont un projet, ont un objectif louable, mais qui se mettent un peu sur la bande malgré tout? Je pense que c'est important là, d'en revenir à, pour eux, c'est quoi, quels sont leurs risques? Est-ce qu'ils sont inquiets parce que s'ils vont adopter une solution, ils vont
avoir accès à des données sensibles qu'ils ne souhaitent pas diffuser. Ça peut être des données personnelles de clients. Donc, si ce sont ça les enjeux, bien, il y a des solutions technologiques qui existent dans les solutions IA pour protéger la donnée. Il y a des manières de protéger les données personnelles. Il y a des lignes directrices par ailleurs. Il y a certains cadres de gouvernance qui sont en train d'émerger par rapport à l'IA responsable puis qui guident des dirigeants dans la manière dont traiter ces données-là. Comment les protéger. Alors, donc, ils ne sont plus laissés à eux-mêmes. Non, ces guides-là, comment on les trouve? Bien, il y en a, il y a différentes grandes organisations internationales comme l'OCDE. Nous, bien, au CEMIA, on soutient également le partenariat mondial en intelligence artificielle. On a aussi développé des lignes directrices qui peuvent être utilisées par des donneurs d'ordre en entreprise. Puis, tu sais, ça peut être des outils assez simples. Là. Des fois, c'est juste des checklists de se dire, bon, est-ce que mes données sont accessibles dans le bon format? Est-ce que j'ai la bonne équipe qui va être capable de me guider pour identifier les données à rassembler? Donc, il y a des outils assez simples qui permettent aux dirigeants d'entreprise d'évaluer. C'est sûr qu'il va falloir travailler avec mobiliser des équipes, probablement désigner un chef de projet de ce projet-là. Mais il y a des outils assez simples qui vont leur permettre de naviguer. Est-ce que je suis prêt ou pas prêt à implanter une solution IA? Et si je ne suis pas prêt, bien, quelles sont les étapes à mettre en œuvre pour être capable d'y arriver? Ça donne espoir parce qu'on a l'impression justement qu'il y a tellement de cadres de référence. Tu parles de cadres de référence par des organisations mondiales aussi, UNESCO, tu parles de l'OCDE, puis on se sent quand même assez éloigné. Oui, l'Europe fait référence aussi. Oui, aussi, exactement. Donc, on voit qu'il y a une panoplie. Puis, il y a un rapport qui a été lancé par ton groupe ce dernier mois sur l'interopérabilité de l'IA. C'est déjà un très grand mot qu'on doit démystifier. Mais parle-nous justement de peut-être nous aider à vulgariser c'est quoi interopérabilité, parce que souvent on l'entend en données. Là, on parle de celui de l'IA. C'est sûr quand on parle justement interopérabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est segmenté. Tout à fait. Donc, démystifie-nous un petit peu ces concepts-là pour aider justement les dirigeants de bien voir qu'il y a un lien local à faire. Puis cette question de l'interopérabilité, pour moi, c'est une des clés, en fait. Je pense qu'il va aussi rassurer les dirigeants dans le fait de se lancer dans l'adoption d'une solution IA à terme. Puis peut-être, justement, rebondir, Anne, sur ce que tu disais par rapport à l'émergence de différents cadres de gouvernance. Tu sais, dans notre boîte à outils de gouvernance de l'IA, on a des outils qui sont plus rigides. On va avoir des lois, des règlements. Puis Luc, je rebondis sur ce que tu disais, le EU AI Act, donc ce qui a émergé côté Europe. Puis après ça, on a des outils qui sont plus soft, qui sont plus souples. Merci. Je pense à des codes volontaires de pratique ou des standards qui sont en train de se cristalliser tout doucement. Ce panorama-là, je comprends que pour un dirigeant, du coup, c'est un petit peu intimidant. On a plein de standards, bonnes pratiques, règlements qui sont en train d'émerger. Puis, tu sais, un des enjeux pour un dirigeant, ça peut être de se dire, bon, ben si je choisis ou si je développe une solution IA, à quel référentiel dois-je me conformer? Et c'est là que la notion d'interopérabilité devient intéressante pour minimiser ce risque-là, justement. Donc, ça, c'est le premier élément. Et j'en reviens à la notion d'interopérabilité. Interopérabilité, dans le fond, puisque ce qu'on énonçait dans le rapport, c'est un petit peu une manière de permettre à différentes solutions, différentes technologies de se parler, de se comprendre, et idem, à différents cadres de gouvernance de se comprendre et de s'entre-reconnaître. Donc, l'idée, c'est qu'un dirigeant qui décide d'adopter une solution IA ici au Québec ou de développer une solution IA ici au Québec, conforme aux bonnes pratiques qu'on peut avoir ici, ou, par exemple, si son marché d'exportation, c'est les États-Unis, il y a un cadre qui s'appelle le NIST, le NIST Risk Management Framework. On souhaite que son activité ici, si jamais il envisage avoir une activité en Europe, on souhaite, grâce à de l'interopérabilité, que sa démarche ici soit également reconnue en Europe sous l'égide du EU AI Act. Donc, c'est vraiment de trouver les clés de connectivité, de traduction entre ces différents référentiels-là. Puis,
ce que ça va faire à terme, probablement grâce à l'émergence de standards qui vont cristalliser différentes approches et bonnes pratiques, mais également l'émergence de certifications qui vont venir certifier, oui, conforme au EU Act, oui, conforme au NIST Risk Management Framework, par exemple. Ça va nous permettre d'assurer cette traduction-là. Et je m'excuse Vas-y. pour la certification et ces standards, et ils sont à veille d'apparaître? C'est une excellente question. Les standards sont en train d'émerger, mais les certifications n'y est pas encore. Je m'attends à ce que ça suive dans la foulée. Puis je vais faire une analogie avec ce qu'on a vu émerger dans le monde de l'environnement il y a de cela plusieurs années par rapport aux performances environnementales ou énergétiques de certains produits. Oui. Une bonne analogie, ce serait par exemple le Energy Star. Le logo Energy Star, il va nous dire qu'on soit au Québec, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit en Europe, il va nous dire bonne performance énergétique. C'est universel. C'est universel et c'est reconnu. Et ces certifications-là, elles n'existent pas encore. Il y a sûrement des travaux qui sont en train d'émerger, mais on n'a pas encore là, ces Et donc, comme logos. utilisateur, comme entreprise, organisation qui adopte ces produits-là, éventuellement, il y aura ces sauts de conformité. C'est ce à quoi, effectivement, on s'attend. Ces sauts de conformité conforme au EU Act, conforme aux autres standards qui vont émerger et s'entre-reconnaître, oui. Ce que je trouve intéressant, puis je l'ai vu dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment, c'est sans nécessairement vouloir la certification, tu peux te baser sur les bonnes pratiques et ça te prépare à la journée où tu voudrais avoir la certification. Donc, regardez tout le volet environnemental, regardez la bonne gouvernance, regardez l'effet sociétal sans la vouloir, mais tu as au moins une logique d'approche et tu sais que tu ne seras pas à côté de la traque complètement. Donc, je trouve que justement, en termes de responsabilité, on parle de gouvernance, de transparence, mais ça nous permet aussi de mitiger les conséquences aussi face à cette technologie-là. Absolument. Pour moi, c'est vraiment une question de gestion des risques, d'anticiper les évolutions peut-être réglementaires ou juste les évolutions de bonnes pratiques pour être capable de garder son droit d'opérer, pour être un bon citoyen corporatif également. Et puis, pour bâtir une relation de confiance aussi avec ses clients et avec la population, dépendamment de qui le client là, pour le dirigeant. Anne, je vous ai entendu parler tout à l'heure que le CEMIA avait des guides ou des feuilles de route pour aider à orienter les organisations? Sur la question d'interopérabilité, justement, puis Anne y faisait référence la semaine dernière. Bon, c'est sûr que c'est en date de décembre 2025, là, donc ça demeure encore à développer. Mais donc, ce qu'on a publié, c'était justement des feuilles de route relativement haut niveau, mais à l'attention du secteur privé, à l'attention du secteur public, à l'attention des organisations internationales et organismes de standardisation et de gouvernement également. Donc, feuille de route de comment envisager l'interopérabilité. Et j'en viens au secteur privé, développeur, par exemple, dirigeant d'entreprise. Comment envisager un développement en ayant en tête cette question d'interopérabilité-là. La prochaine étape, et ce sera une de nos priorités 2026, ce sera de développer les outils plus pratico-pratiques, probablement secteur par secteur, pour aider les entreprises à justement adopter une démarche avec cette vision d'interopérabilité. Ces feuilles de route permettent aussi de voir et de découper en action la mise en œuvre. Exact. Très souvent, lorsqu'on parle d'IA responsable, on a toujours l'impression que c'est dans un monde parallèle des philosophes, des professeurs, des donneurs d'ordre, mais on ne sait jamais comment le découper en petites actions et que tu puisses justement travailler avec des groupes qui permettent de découper ça en action. Je trouve que c'est très concret. Moi, j'invite toujours les dirigeantes et les dirigeants d'aller s'intéresser à ces différents cadres de référence-là parce que ça donne le bon vocabulaire. Puis un bon vocabulaire, ça te permet d'avoir des conversations aussi avec tes fournisseurs parce que tu as les bons mots. Ça te permet d'avoir des conversations aussi avec les experts en intelligence artificielle pour au moins poser la bonne question. Tu sais, quand tu ne sais pas poser la bonne question, tu
t'es pas capable justement de pouvoir le démystifier plus loin. Donc, bravo pour le travail que tu as fait, Merci beaucoup. Sophie. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur ces feuilles-là? Elles seront distribuées, elles sont disponibles sur votre site web? Absolument. Donc, sur notre site web, actuellement, on a le grand rapport. On a également un guide à l'attention des décideurs politiques ou des dirigeants. Et puis, les feuilles de route au haut niveau. Donc, le tout est disponible sur notre site web. Je vous invite à le consulter. Et puis, les outils seront disponibles plutôt en 2026 et on aura assurément des appels à participation, appels à contribution avec justement le terrain pour trouver les parties prenantes qui vont nous aider aussi à développer les outils plus, là encore, pratico-pratiques, qui vont trouver, Anne, comme tu le mentionnais, le bon vocabulaire dépendamment du secteur auquel on parle. Puis, grâce à l'IA générative aujourd'hui, il y a certains sujets que j'explore pour la première fois, mais à la place, je mets les rapports qui sont disponibles, qui sont publics dans une IA générative, puis j'essaie de le vulgariser. Donc, je le vulgarise en 3 niveaux différents. Donc, pour une personne qui le lit une première fois, quels sont les grands capteurs que je dois retenir? Si ça fait 2, 3, 4 fois que je le lis, quelles sont les autres nuances que j'aurais dû capter? Puis, si je suis une lectrice avancée, donc ça fait plusieurs fois que je l'intègre, j'ai déjà posé des questions, comment est-ce que je peux raffiner de plus? Donc, dans ce volet-là, si je voulais juste partager un truc astuce, parce que ça peut être extrêmement intimidant déjà de dire j'ai lu un cadre de référence qui vient de l'UNESCO, qui vient d'ICEMIA. Donc, parfois aussi, on peut s'aider avec l'IA générative pour vulgariser. Puis c'est une super bonne idée parce que c'est vrai que le rapport est un petit peu impressionnant. Il est un petit peu oui. dodu, donc voilà. Je l'ai vu en partie, puis je peux comprendre, mais ne pas être intimidé, justement, parce qu'on peut lire plusieurs fois, puis on peut même se le faire raconter. Aujourd'hui, l'IA, c'est multimodal, hein, donc tu peux le mettre facilement dans un notebook LM, et dire, est-ce que tu peux le vulgariser pour moi? Mais j'invite beaucoup les gens à le faire. Tu as nommé citoyen corporatif tout à l'heure. Mais ça fait un petit moment qu'on se connaît, puis je t'ai vu très souvent en conférence sur des panels d'experts. Puis toi, tu parles aussi de l'IA bonne citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, une IA qui est bonne citoyenne, surtout dans un monde où on essaye de déshumaniser l'IA un peu? Puis, c'est une question intéressante. Alors là, je me rappelle plus dans exactement quelle conversation, sur quel panel ou quelle conférence tu m'as entendu dire ça, mais tu sais, je vois bien la notion, là encore, je reprends la position ou tu sais, la posture du dirigeant qui veut mettre en œuvre une IA. Et puis, je vais faire le lien avec un citoyen, un bon citoyen corporatif. C'est un petit peu la même idée que, là encore, le dirigeant qui, à chaque année, va publier son rapport ESG où il détaille les actions qui ont été prises côté environnement, qui ont été prises côté gouvernance sociétale, puis en termes de bon impact. Côté utilisation, là encore, et adoption de l'IA, il y a cette même notion et cette possibilité de démontrer, voici la manière dont l'IA se comporte de manière éthique, la manière dont elle s'assure d'être équitable, dont on s'assure de voir le moins de biais possible dans nos données ou dans la manière dont les algorithmes sont montés. Voici la manière dont j'audite, par ailleurs, mes résultats, mes sorties de mes solutions IA. Donc, c'est un petit peu toute cette notion-là, en fait. Il y a une question de transparence par rapport à la bonne gouvernance de mon système IA. Ça, c'est le do no harm, mais est-ce qu'il y a aussi des façons que des IA peuvent avoir un impact proactif, positif en société? Bien, absolument. Puis là encore, j'en reviens à... Là, j'ai donné un peu plus tôt l'exemple de l'IA qui était utilisée pour améliorer le traitement des eaux. Ça, c'est un exemple. Mais il y a des solutions IA qui sont utilisées ou qui sont développées pour aider à préserver la biodiversité, par exemple. Il y a des solutions IA qui peuvent être utilisées avec des ambitions de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est sûr qu'il faut avoir en tête le potentiel impact environnemental des systèmes IA. Mais là encore, il y a moyen de travailler pour optimiser, je dirais, le bénéfice versus l'impact de. Quand tu parles de citoyen, dis-moi si j'ai bien compris. La notion de citoyen, c'est un peu pour nous rappeler, tu sais, en soi, nous, comme bons citoyens, on va être
équitable, on Oui, va prôner la non-violence, la tout à fait. non-discrimination, la justice Oui. sociale. Donc, le fait de transposer un vocabulaire très humain, c'est plus pour nous rappeler que l'IA est quand même une extension de nos biais, une extension de qui l'a bâti, un miroir de notre société. Est-ce que j'ai bien Absolument. compris comment le regarder? Oui, et Mhm, puis du coup aussi toute l'importance par contre du rôle de l'humain mhm. le suivi de la bonne gouvernance. On ne peut pas laisser un système uniquement fonctionner par lui-même. Même dans le développement, on a besoin d'avoir une imputabilité humaine aussi Mhm. par rapport au Oui, système IA. On peut pas vraiment... peut pas dire idéalement, c'est la faute de mon système IA. Non, non, oui. non. Il y a une entreprise derrière ou il y a quelqu'un derrière qui a fait un choix de données d'entraînement, de manière Mhm. dont l'entraîner, et puis de faire ou pas des outils. Donc, il y a un choix Oui, humain et corporatif oui. de bonne gouvernance des systèmes IA qui sont développés et adoptés également. Parfois, j'ai l'impression que c'est une autre façon d'adresser les ressources humaines du futur, c'est que tu Mm. intègres des nouveaux employés, des nouveaux stagiaires sous Oui. la forme d'IA, sous la forme d'application, puis tu Mhm. veux que ces IA-là reflètent les valeurs de ton organisation. Puis, quoi de mieux que refléter les valeurs de ton organisation que de dire, moi, j'ai fait des choix d'employés, puis ces Mhm. employés-là reflètent ces valeurs-là, et non seulement ces employés-là physiques, mais eux, ils auront le choix d'intégrer des applications bonnes citoyennes aussi. Donc, c'est tout un fil conducteur. C'est très, très intéressant de voir qu'il y a comme un développement, une collaboration entre plusieurs acteurs différents, puis un fil conducteur. Puis sur cette volée-là, justement, c'est quand on parle de développement d'IA responsable, Mhm. on peut jamais développer quelque chose seul parce qu'on a, Tout à fait. c'est beaucoup de prétendre qu'un humain est capable de tout faire. Tout à Donc, il y a fait. une collaboration justement entre le secteur privé, le gouvernement, les organisations civiles. Comment se passent ces discussions-là entre ces Mhm. acteurs-là qui ont tous des intentions différentes? C'est une vaste question, mais je pense que, chacun, là encore, pour qu'un le développement et le déploiement et donc l'adoption de l'IA se fasse de manière responsable, je pense qu'on a besoin de vraiment la présence de chacun de ces acteurs-là qui, par ailleurs, évoluent avec des objectifs différents, mais aussi des pas de temps différents. Mm. Mhm. Donc, du côté de l'innovation technologique du secteur privé qui développe la technologie, on est à la vitesse grand V, on a une vitesse donc très rapide avec beaucoup de moyens. D'autre part, on a un effort multipartite pour définir les outils d'une bonne gouvernance. Donc, on va avoir des gouvernements qui sont attentifs à ce qu'ils entendent en termes d'enjeux, en termes de risques, qui sont attentifs à ce que aux préoccupations de la société civile, à ce que le secteur académique dit puis évoque également. Mais le pas de temps du gouvernement pour développer un cadre réglementaire, un cadre législatif n'est pas du tout le même que le secteur que le développement de la technologie. Donc, on a un défi de décalage des pas de temps qui est assez intéressant. On a aussi le secteur de la recherche qui doit contribuer à la discussion qui amène les bonnes pratiques, qui permet aussi d'adresser la manière dont envisager ces nouveaux concepts de, qu'est-ce que la justice, par exemple, de la donnée, qu'est-ce que la souveraineté de la donnée ou d'un algorithme. Donc, quand on a besoin de tout ce secteur académique aussi qui contribue à la réflexion, là encore, pas de temps différent du secteur privé. Et on a aussi besoin de la société civile en ce sens que, d'une part, elle exprime ses préoccupations, mais aussi la société civile, elle va être clé dans l'adoption de la technologie à la fin de la journée, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin d'avoir une acceptabilité sociale pour que ces technologies puissent être, là encore, avoir une adoption qui soit beaucoup plus large. Donc, on est dans ce jeu de collaboration à différents niveaux, je dirais. Puis c'est sûr que la manière dont on voit les choses émerger, c'est que les gouvernements, ils entendent, ils voient l'émergence de la technologie. Les gouvernements, par ailleurs, donc, ont à cœur de protéger leurs économies, leurs citoyens, réfléchissent à ces cadres de gouvernance, réfléchissent aussi à leurs échanges internationaux. Donc, on a des gouvernements qui, ensemble, à l'échelle internationale, discutent, s'entendent par rapport aux enjeux, par rapport aux priorités en termes de risques à encadrer, puis par rapport aux grandes définitions. Et de là émergent ces cadres ou ces bonnes pratiques, ces cadres de gouvernance ou ces bonnes pratiques internationales-là.
De là vont émerger des standards et à terme, donc, on espère des certifications. Mais c'est un long processus. Je pense que l'intervention de chacun de ces acteurs est importante parce que chacun, dans le fond, est une des pièces du puzzle d'une IA qui va avoir un fort impact économique, social et environnemental, et puis qui va être, j'en viens à le bon citoyen corporatif qui va vraiment avoir un impact positif pour la société. Je sens que tu as beaucoup inspiré Luc. Puis pour les gens qui connaissent un peu moins Luc, qui est très, très connu, Luc, il y a tout le temps du bon vocabulaire, mais il y a un silence qui parle aussi. Puis je le sais quand il est inspiré par une réponse. Donc, Luc, j'aimerais ça passer la parole pour que tu puisses rebondir. Là, ici, c'est évidemment un domaine là, dans lequel on a travaillé beaucoup ensemble là, sur comment réfléchir à l'encadrement, puis avec toutes les bonnes parties prenantes. Moi, c'est l'aspect de société civile là, qui m'intriguait parce que quand tu l'as dit, c'est ceux qui vont l'utiliser. Puis évidemment, les dirigeantes, hein, on pense à eux, mais ensemble, on a pensé au monde de l'enseignement, au monde du travail, la culture, le monde de la démocratie. Chacun dans leur domaine ont des enjeux bien particuliers, très préoccupants. Et dans la définition d'un cadre, d'un côté, qui doivent marquer le pas, avancer, mais de l'autre, on voit le monde changer autour d'eux. Comment est-ce que le monde de l'éducation, comment le monde de la culture, comment le monde de la démocratie peuvent contribuer à l'établissement des bons paramètres? Bien, en fait, tout simplement, il ne faut pas avoir peur d'être à la table. Et puis, à tout le moins, au niveau du partenariat mondial en intelligence artificielle qu'on soutient, puis donc les travaux du CEMIA aussi en parallèle, on est toujours à la recherche de collaborateurs et puis de la voix de la société civile. Dans la réflexion de groupes d'experts pour faire émerger ces cadres de bonnes pratiques, mais aussi une fois que le cadre il existe à plus haut niveau, dans le développement des outils plus concrets. On parlait tout à l'heure d'outils très simples qui peuvent être des checklists pour un dirigeant d'entreprise, savoir s'il est prêt ou pas à implanter de l'IA. Bien, ça, c'est des outils qui ont été développés avec la voix de la société civile. Oui, avec les usagers eux-mêmes. Avec les usagers, exactement. Donc, il faut être à la table de discussion, à la réflexion, mais aussi après ça, à l'étape de tester les outils puis les raffiner. Oui, et on les voit à quel point les cycles sont rapides, hein, les choses changent énormément rapidement. Dans le monde de l'éducation, les premières réactions sur la crainte, puis le désir d'avoir l'esprit critique à être des usagers concrets, puis avoir après ça le désir de partager leur expérience, de qu'est-ce qui est pertinent, puis comment on apprend maintenant. Donc, tous ces guides-là d'intégration, plus que de façon responsable en termes d'éthique, mais responsable envers sa profession, envers ses usagers, ses étudiants, ses clients. C'est toute une réflexion qui se fait en temps réel, hein, presque. Quasiment en temps réel, absolument. Puis, d'où l'importance d'être très attentif à, ce qui se passe en termes de développement de bonnes pratiques, puis de ne pas avoir peur aussi de se regarder par rapport à sa profession. Puis, encore dans le domaine de l'enseignement ou de l'éducation, tester les outils, réfléchir avec les collègues à, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et d'avoir des phares, d'où le CEMIA. En éducation, on a toujours le Conseil de l'enseignement supérieur maintenant, qui était le Conseil supérieur de l'éducation. Mais on a besoin de phares comme vous pour nous donner les grands principes. Et puis, on répond présent à l'appel. Puis, c'est sûr qu'on a un rôle, nous aussi, qui est d'être un connecteur de ces différentes parties prenantes. Puis, on se veut être un connecteur neutre, justement, rassemblant les différentes voix. Secteur par secteur aussi, je pense que c'est important d'adapter les outils secteur par secteur. Secteur de l'éducation, mais ça pourrait être secteur manufacturier. Il y a vraiment une réflexion à avoir secteur par secteur. Et puis aussi de réfléchir, là encore, avec les dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire l'IA, l'émergence de l'IA par rapport à l'évolution de leur force de travail. Comment est-ce que ça va... puis, Anne, je reprends l'exemple que tu donnais, d'avoir un stagiaire. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'évolution des métiers?
Faut Ouais. faut C'est creuser. essentiel, cette réflexion-là. Hein. Exactement. On l'a eu avec les syndicats qui continuent à y réfléchir, Mhm, les gens de la commission des partenaires du marché du travail et mhm. tous leurs membres. Les bouleversements se matérialisent maintenant et ça amène des nouvelles questions. Donc, Tout à encore une fait. fois, Oui. votre rôle est super important. Ce qui change pas, parce que vous avez mentionné tous les deux, Luc, Sophie, à quel point la technologie avance Mhm. rapidement. Vous devez continuer à y réfléchir jour après jour. Faudrait pas laisser un mois sans continuer à réfléchir. Une chose qui change pas, par contre, c'est le positionnement du Québec en IA responsable. Mhm, absolument. Depuis 2017, je pense que ça a été avec la Déclaration de Montréal, Tout à fait. le rapport Prêt pour l'IA par la suite, le Tout à fait. positionnement du CEMIA, le VIA. Plusieurs acteurs se positionnent en IA responsable pour représenter le Québec. Qu'est-ce Mhm. qui distingue notre approche d'IA responsable ici? Euh, Probablement une de ses forces, puis ça, qui d'ailleurs, en fait, basée sur une autre des forces du Québec en IA, c'est l'approche de recherche collaborative multipartie prenante. On est très fort sur cette Mhm. question d'amener différentes voix, C'est vrai, hein? de faire des consultations auprès de différents groupes et de ne pas avoir peur de la consultation avant de faire ressortir des bonnes pratiques et puis tu sais, des cadres de bonnes pratiques, justement. On est très fort là-dessus. Puis là encore, œuvrant dans une nébuleuse, ben, pas une nébuleuse, œuvrant beaucoup à l'international, on le voit. On est très fort là-dedans. Ah oui, Collaboration multipartite. on m'a fait réaliser qu'en France, la réflexion sur le cadre de l'IA a été faite dans une tour d'ivoire par 2 experts qui sont Oui. descendus un jour C'est avec ça. leur tablette, là, ouais. Exact. Donc, on est très fort là-dedans. Et par ailleurs, on a une recherche fondamentale, une recherche académique en IA qui C'est est vrai. très, très, très forte aussi. Ben oui, Et avec on est des acteurs comme l'OBVIA, l'Observatoire de absolument, l'IA responsable, un regroupement stratégique des absolument. FRQ. C'est vrai qu'il y a ce savoir-là et on a eu le privilège d'avoir ce savoir-là d'avance parce que Mhm. on a eu les observations, l'anticipation et bon, quand les enjeux ont commencé à se poindre, on avait déjà une base de science sur laquelle s'appuyer. Exactement. On était prêts. Oui. On était prêts à être parmi les leaders, dans le fond, et puis à joindre la discussion à l'international. Là, je souris parce qu'on dirait que ça a été fait exprès, mais vous avez dit le mot prêt. Puis Oui, notre rapport s'appelle Prêt pour l'IA, qui va exactement. bientôt fêter son 2e anniversaire. Ça a été lancé en février il y a 2 ans, donc février 2026, ça va faire 2 ans. Mhm. Sophie, tu as fait partie de la consultation. Tu as mentionné Absolument. un point important, tu sais, de l'approche du Québec, d'être capable de réunir plusieurs parties prenantes Mhm. ensemble. J'aimerais qu'on puisse pousser un petit peu plus la Oui. question parce que très souvent, on dit ceux qui ont réussi l'adoption de l'intelligence artificielle ont réussi leur culture d'innovation. Et Mhm. dans la culture d'innovation, c'est 3 ingrédients. Le premier, c'est d'abord nommer une gardienne ou un gardien en une personne ou un groupe de Mhm. personnes pour tenir l'ambition d'innovation de Ouais. la donnée ou de l'intelligence Ouais. artificielle. L'autre volet, c'est d'avoir réussi à mettre un carré de sable où on peut tester rapidement des idées ou des technologies. Tu sais, on appelle Absolument. ça souvent des carrés de sable. Mais le dernier, c'est justement les politiques EDI, donc équité, Mhm. diversité, inclusion. Toi, si tu te mets dans le personnage d'une dirigeante, d'un dirigeant, et c'est la première fois que tu choisis une solution propulsée par l'intelligence Ouais. artificielle, toi qui nous dis qu'on a une grande force au Québec de réunir ces gens-là, comment tu vis ces moments-là où tu poses des questions et que tu accueilles justement des perspectives différentes? En tant que dirigeante Mhm. d'entreprise, très positivement, premièrement. Mais probablement que justement, là, tu sais, en tant que mon premier réflexe va aller, ben, et puis c'est dans notre façon d'être, là, mais ça va aller justement d'aller chercher les différents avis, d'être sûr de m'entourer des bonnes personnes, pas avoir peur d'aller dans un carré de sable. Parce que Oui. un carré de sable, ça va aussi être l'endroit où est-ce qu'il va y avoir un écosystème d'autres acteurs qui vont faire face à ces mêmes défis-là. Donc, c'est un petit peu la manière dont je verrais la chose. Et puis, tu sais, là encore, être attentif aussi à qui est le gardien de. Oui. Donc, visualiser quels sont ces acteurs dans l'écosystème et interpeller les bonnes personnes, puis pas avoir peur de tendre la main, dans le fond. Oui, OK. Donc, d'y aller vraiment avec humilité et ouverture en disant, Absolument. on va choisir ensemble, en transparence, puis on veut écouter vos différentes idées, même si elles sont à l'opposé. Oui, parce que j'en reviens à l'importance de l'acceptabilité sociale dont je parlais un petit peu plus tôt. Je pense qu'un des éléments clés
du développement puis de la mise en œuvre de l'IA responsable, c'est de bâtir la confiance. Puis pour ça, il faut être à l'écoute, il faut entendre les préoccupations, puis il faut aussi expliquer, là encore, en transparence. Puis comme tu le disais aussi, en humilité, ben, voici l'ambition, voici l'intention, j'entends vos enjeux, comment est-ce qu'on adresse ça ensemble, puis du coup, par rapport aux différents enjeux qui sont énoncés, qu'est-ce qu'on a dans les différents carrés de sable, que nous dit notre porteur de l'expertise par rapport aux outils disponibles. Donc, c'est un petit peu l'approche là, que j'aurais. J'en Luc, lancerai une. As-tu, Sophie, des exemples d'entreprises, d'organisations qui ont été peut-être pas parfaites, mais exemplaires là, en termes d'adoption de l'IA de façon responsable? Ben, probablement qu'il y en a quelques-uns. Quelques-unes, hein, pardon. Je discutais tout récemment pour avoir été sur un panel aussi avec la personne en charge de l'IA et de la donnée. Je discutais avec des gens de TELUS qui ont adopté l'IA, qui ont vraiment adopté une posture d'IA responsable, qui se sont même portés volontaires pour tester des bonnes pratiques internationales, dont le Hiroshima AI Reporting Framework, qui a été lancé par la présidence japonaise du G7, et là, dont on est en train de décliner des outils un peu plus concrets de cadre de gouvernance. Donc ça, ce serait, bon, c'est une grande entreprise, mais ça pourrait être un des exemples à souligner. Ça, c'est une bonne façon. Donc, ils testent des cadres de référence, voir comment ils s'y conforment. Exactement. Quoi d'autre, par exemple, qu'une entreprise qui fait un déploiement de façon responsable va faire? Ben, ça peut être vérifier ou s'assurer que, là encore, quand tu adoptes ta solution IA, puis tu sais que tu dois aller chercher des données pour alimenter ta solution, avoir une réflexion par rapport à est-ce que j'ai des biais dans mes données, comment éviter d'avoir des biais, quelles sont les parties prenantes impliquées, donc ce genre d'éléments à avoir en tête en amont. Puis là encore, de documenter les procédures et les processus. Je reviens à Anne, tu mentionnais la transparence, très important pour bâtir la confiance. on est déjà à la fin du balado. Ça va tellement rapidement. Ça va Ce trop que vite. je me permettrais de faire, c'est, Sophie, je te laisserai une dernière minute pour partager peut-être des éléments que tu n'as pas pu partager. C'est tellement important pour une dirigeante ou un dirigeant de comprendre cet élément. Puis par la suite, Luc, je te laisserai aussi une dernière minute pour que tu puisses interagir, peut-être rebondir un petit peu. Donc, Sophie, je te laisse commencer. Le message, et j'en reviens à ne pas avoir peur d'essayer. Commencer par se poser la question, je veux tester cette nouvelle technologie qu'est l'IA, mais tu sais, quel est mon besoin? Quel est mon objectif? Quelle est mon intention? Et ensuite, lorsque j'adopte le tout, je veux m'assurer de le faire de manière responsable, aller voir quelles sont les bonnes pratiques, tester les bonnes pratiques et s'assurer de contribuer au carré de sable où est-ce que se passe le développement de ces bonnes pratiques en IA responsable, contribuer à la discussion et ne pas avoir peur, là encore, une des raisons aussi pour contribuer à cette discussion-là, c'est de s'assurer de gérer ses risques en tant que dirigeant d'entreprise. Luc? Je pense que c'est une belle façon de le mettre parce que quand on entendait les actions à prendre autour des données, Oui. c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. L'origine des données, les billets des données, la confidentialité, il y a tout déjà des précédents là-dessus. Exactement. Donc, d'y aller puis de réaliser, comme dirigeante, que les enjeux vont se matérialiser au fur et à mesure, mais que si à la base, on a des principes solides auxquels adhérer et qu'on le fait avec les meilleures intentions puis les meilleures actions possibles, bien là, à ce moment-là, les enjeux qui vont se matérialiser, bien, on pourra les identifier, on les aura pas vus autrement et on pourra y apporter des solutions. Absolument. Moi, je le verrais comme ça, puis c'est ce que j'apprends peut-être avec une personne en charge de cette réflexion-là, parfois dans un carré de sable, comme tu disais, Anne, dans l'organisation, parfois ailleurs, mais toujours avec des cadres et des politiques de base, et le reste, il faut être capable de l'absorber. Excellent. Absolument. J'ai l'impression, tu le résumes super bien. Approche de gestion des risques au final. Oui. C'est ça
C'est l'objectif une ultime. très bonne référence. La gestion des risques, les dirigeantes connaissent bien ça. C'est jamais parfait, la gestion des risques. On identifie tout ce qui pourrait arriver, les probabilités, les impacts et tout ça. C'est fait dans un effort très, très constructif d'anticipation. C'est un peu la même chose ici. Exactement. Et s'il y a quelque chose qui arrive auquel on n'avait pas pensé, ben, on pourra s'y ajuster. Absolument. C'est pourquoi c'est important d'écouter le balado jusqu'au bout, parce que même jusqu'au bout, on arrive à identifier puis déposer des outils nouveaux. Donc, à la fin, vous avez parlé de gestion de risque. Merci encore une fois, Sophie, d'avoir été des nôtres. Merci, Luc, d'avoir co-animé avec moi. Un Toujours un plaisir. comme Merci toujours. beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci à Donc, tous les deux. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et à l'écoute d'un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. On recevait aujourd'hui Sophie Fallah, directrice générale du CEMIA. Elle amène avec elle un regard mondial, mais elle permet aussi d'avoir cette approche-là de mise en œuvre de l'IA responsable visée sur les entreprises et les organisations. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.